Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Il y a des invités comme ça. Aujourd'hui, mon invité est Jamal El-Hamri. Il vient nous parler d'un ouvrage sorti il y a un moment, c'est vrai. Mais comme il y a actuellement une réédition, il nous paraissait judicieux de le remettre au goût du jour. Il est intitulé Les musulmans dans l'histoire de France. Jamal, bonjour à toi et bienvenue. Bonjour. Alors, tu es historien. Ce livre apporte un éclairage sur l'héritage de la communauté musulmane de France. En effet, tu y retraces à peu près 13 siècles de présence musulmane en France, mais aussi en Occident de manière plus large. D'où est venue l'idée de t'atteler à un tel ouvrage? Quelles ont été également les sources d'inspiration? Alors, il y a eu plusieurs sources d'inspiration. Je pense que la première, c'est d'abord l'ouvrage de Feu Mohamed Harkoun aux éditions Albin Michel, il y a maintenant 20 ans, avec un ouvrage monumental, L'islam et les musulmans du Moyen-Âge à nos jours, dans lequel figuraient les travaux de 70 universitaires et qui avait été édité aux éditions Albin Michel. Ça, c'est la première inspiration. Il y en a une deuxième, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer, dans le cadre d'un séjour scientifique, des musulmans aux États-Unis, donc la communauté musulmane aux États-Unis, du côté de Washington. Et on avait eu le plaisir d'assister à des conférences d'universitaires qui venaient même aussi dans des lieux de culte, mais voilà, avec une dimension académique. Et ils nous présentaient l'histoire des musulmans aux États-Unis. Et j'avais vu aussi l'impact, en vérité, de que des universitaires de confession musulmane dans un pays occidental, l'impact quand ils s'emparent de cette narration et qu'ils écrivent l'histoire des musulmans dans le pays où ils vivent depuis plusieurs générations. Et on va dire qu'il y a une troisième source d'inspiration, en vérité, c'est le public, de manière générale. Moi, ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis conférencier. Donc j'enseigne également, je me souviens, je citais des anecdotes croustillantes sur ce sujet-là auprès de jeunes, auprès d'un public adulte, dans des événements interreligieux, dans des événements même au sein des mosquées, dans un milieu parfois un peu plus militant. Et je voyais l'impact, en fait. L'impact, ce que j'appelle la vertu iconoclaste de ce savoir-là. C'est-à-dire que ça faisait tomber des images à la fois sur l'islam, à la fois sur les musulmans, et à la fois sur l'histoire de France et de l'Europe. Et quel que soit d'ailleurs le public, de confession musulmane ou pas, jeune ou moins jeune, femme ou homme. Et donc, petit à petit, en fait, donc de 2006 jusqu'à 2015, je suis dans une phase un petit peu où je réfléchis. Et à partir de 2015, ça va vraiment être le changement, puisqu'avec ce qui va se passer en France avec les attentats meurtriers, on est, en tant qu'universitaire, intellectuel, on est tous plus ou moins sollicités et on se dit qu'est-ce que l'on peut faire. Et moi, c'est vraiment la voie historique que je vais aborder. Alors, cet ouvrage est divisé en plusieurs périodes. Tu le divises de la sorte, période médiévale, moderne, contemporaine, 20e et 21e siècle. Alors, pour l'avoir lu, la période médiévale me paraît vraiment très importante en termes d'apport, parce qu'on est encore dans la phase d'expansion de l'islam. Oui. Et donc, il y a eu l'Andalousie, le sud de la France, etc. Et c'est comme ça qu'on apprend que, en 719 ou 720, selon, Narbonne était un émirat. Narbonne est une ville du sud de la France. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'on a retrouvé des vestiges de la présence musulmane là-bas? Il y en a encore. Il pourrait y en avoir encore davantage. Et comme toute recherche scientifique, universitaire, elle a besoin de fonds. Et pour qu'il y ait des fonds alloués à la recherche, il faut qu'il y ait une volonté politique. Ce n'est pas encore totalement le cas à l'heure où on se parle. En tout cas, pour revenir à l'histoire en tant que telle, elle est belle, puisque à la fois, elle démontre également que l'islam arrive dans l'histoire de France, avant même que la France s'appelle France. C'est ça. Et que de l'autre côté, l'islam arrive en France à peine 100 ans après la mort du prophète de l'islam. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Et donc là, on voit une forme d'histoire métissée
une forme d'histoire qui est restée à la marge de ces deux héritages civilisationnels, de ces deux héritages culturels. On parle très peu de cette histoire dans l'histoire de France, mais on parle également très peu de cette histoire dans le monde musulman. Et donc, en parlant de cette histoire-là, finalement, c'est un peu aussi il n'y a seuls, finalement, les héritiers de ces deux grandes civilisations, seuls les héritiers, finalement, à la fois de l'histoire de France, mais aussi de l'histoire du monde musulman, comme moi, comme toi et comme bien d'autres qui sont aujourd'hui de confession et de culture musulmane, en fait, c'était surtout nous qui devions, bien évidemment, valoriser cette histoire, et c'est ce que j'ai décidé, de faire. Et donc, quand on revient sur cette histoire, il ne s'agit pas de... Alors oui, bien évidemment, les musulmans viennent comme des conquérants, mais ils s'installent. Et quand ils s'installent, et quand on parle de cet émirat de Narbonne, on va à Béziers. Je ne sais pas si le maire de Béziers est informé de cette présence musulmane. On va à Narbonne, on va à Nîmes, on va à Avignon, on remonte le couloir rhodanien jusqu'à Lyon et on a des traces jusqu'à Autun, à moins de 2 heures de Paris. Et tout cela avant même la bataille de Poitiers. C'est dire que cette histoire-là va impacter véritablement l'histoire de France. Elle va permettre aux Francs de venir dans le sud de la France et donc de donner une homogénéité ethnique sur le plan du pouvoir avec les Francs, qui vont donner le nom à la France, et une homogénéité sur le plan religieux avec l'Église catholique romaine qui ne dominait pas toute la France. C'est ça. Voilà. Et puis tu disais aussi, dans une interview, j'avais relevé ça, que l'arrivée des musulmans a créé une espèce d'appel d'air qui a contribué à l'union des Francs, des Gaulois de l'époque, et puis les différentes régions de l'époque. Là, effectivement, je me fais l'élève d'Ibn Khaldoun. Quand on parle de Rasabiya, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers l'islam et le christianisme, ces deux belles religions sont portées par des Rasabiya, des esprits de corps, donc des groupes ethniques. Et donc, ce que l'on a en vérité à ce moment-là, c'est qu'on a la rencontre sur le territoire de la Gaule, ancêtre de la France, un choc à la fois entre les Francs, mais aussi entre les populations arabo-berbères du Maghreb. On a les Arabes qui viennent du Moyen-Orient et on a une grande, notamment beaucoup de la tribu des Romara, notamment dans le Rif actuel au Maroc, qui vont accompagner Tariq ibn Ziyad et qui vont bien évidemment traverser en l'espace de 3 ans seulement l'Espagne. C'est dire aussi parfois aussi, parce qu'on présente souvent les musulmans comme des conquérants, mais il y avait une attente aussi de nouveauté, de plus de justice, et les musulmans ont incarné cela. C'est ce qui explique également cette poussée irrésistible. Et qu'en l'espace de 3 ans, ils étaient déjà, ils traversaient déjà la Méditerranée, ils étaient déjà en France. Donc ça, c'est aussi un élément à noter. Et donc, on a les Francs qui sont au nord, on a les musulmans qui sont dans le sud, et entre les deux, on a les Aquitains, et on a les Provençaux. Ces Provençaux et ces Aquitains n'aiment pas du tout les Francs. Sont en guerre perpétuelle, et donc il est hors de question d'accepter d'être sous domination des Francs. Mais la venue des musulmans qui va mettre fin au pouvoir des Aquitains, Eudes d'Aquitaine, puis également va mettre en difficulté également les pouvoirs dans provençaux, fait que du coup on appelle à l'aide l'ennemi d'hier. Bah oui. Et donc cet ennemi d'hier vient, mais du coup ne rend pas le pouvoir aux autres, et domine. Et donc la venue des musulmans vient quelque part créer cet appel d'air et ramener les Francs dans le sud et donner une homogénéité à la France. Et donc au moment où on a souvent un débat d'identité actuelle, alors on se parle sur l'apport des musulmans, pour moi le premier apport des musulmans, il est d'abord celui-ci. C'est ça, exact. Sur le plan identitaire, donner une homogénéité à la France sur le plan ethnique et sur le plan religieux. Alors, il y a un autre aspect aussi, c'est qu'on l'oublie souvent, mais déjà à cette époque-là, il y avait des relations fortes entre Orient et Occident, et en particulier la France de jadis, avec Charlemagne et Haroun al-Rachid, qui avaient des contacts, et il y avait même des échanges. Oui. Alors là, encore une fois, c'est aussi intéressant de voir que Charlemagne va échanger avec Haroun al-Rachid parce qu'ils ont un même ennemi. Enfin, ils ont même 2 mêmes ennemis. À la fois l'Empire byzantin, mais à la fois l'Empire musulman omeyyade dans le sud dans l'Espagne, la grande partie d'Espagne. Et donc on va avoir, et c'est là où on voit qu'effectivement l'élément religieux,
on l'invoque quand on doit mobiliser pour la guerre, Oui. mais on peut le mettre en seconde place, on peut le rétrograder en termes de priorité et laisser la réelle politique en vérité. Donc là, Charlemagne se rapproche de Haroun al-Rachid parce que du coup, pour Charlemagne, les musulmans d'Andalousie lui posent problème. Mais de la même manière, Charlemagne, il a une ambition dans le monde de la chrétienté et il aimerait que les chrétiens d'Orient soient sous sa domination. Voilà. Et pour Haroun al-Rachid, c'est pareil. Il est en conflit avec les musulmans omeyyades, mais il est aussi en conflit avec les chrétiens byzantins. Donc on a des liaisons en forme de diagonale qui dépassent le domaine religieux. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai découvert également aussi dans ton ouvrage, c'est que Saint-Tropez a été à un moment donné un comptoir musulman. Oui. Plus qu'un comptoir, une colonie. Ah oui. Puisqu'on avait cette colonie du Fraxinet musulmane. On dit qu'il y avait plusieurs bateaux de musulmans qui seraient partis d'Almeria et qui auraient échoué du côté de Saint-Tropez, Toulon, Saint-Raphaël, Saint-Tropez et même Ramatuelle. Ils avaient déjà du goût. Hein. Ils avaient déjà du goût. C'est vrai qu'il y a d'autres endroits, effectivement. Voilà. Et donc, ils ont aimé cette terre. Vraiment, ils ont aimé cette terre. Il y a de quoi. La Côte d'Azur est une très belle région. Ils vont s'installer. Et alors, ils s'installent et ils vont donner, selon l'historien Lévi Provençal, le nom de la ville de Ramatuelle. Rahmatullah, qui est miséricorde de Dieu. J'allais te poser la question justement par rapport à Ramatuelle, parce que j'ai entendu dire que son nom était Rahmatullah. Oui. Et pareil pour Perpignan, j'ai entendu dire que son nom d'origine était Birbanian. J'ai entendu également cette qui veut dire le puits des maçons, peut-être. Alors, en tout cas, oui, c'est une possibilité. Il y a des historiens qui disent cela. En tout cas, tous les noms de ces villes du Sud ont été arabisés. Et par la suite ont été latinisés puis francisés. Oui. Donc on a aussi un grand massif des morts également à proximité de cette colonie musulmane du Fraxinet qu'on peut encore visiter. Et ça permettait vraiment aux musulmans aussi de couper un petit peu les routes commerciales entre la Gaule et le Vatican. Et donc, ils étaient vraiment dans un... Et en même temps, ils servaient aussi les intérêts, bien évidemment, sur le plan maritime, du pouvoir musulman à Cordoue. Donc, ils avaient un vrai rôle politique, pratiquement un siècle, jusqu'en 972, où ils vont être délogés par une coalition de princes chrétiens, au moment où ils ont capturé l'abbé de Cluny. Oui. Et là, à un moment donné, ces puissances-là se sont dit, maintenant, il faut qu'on déloge en fait cela, parce que du coup, c'est un vrai caillou dans la chaussure de tous ces pouvoirs. Alors, à l'époque, les musulmans sont bien présents dans le territoire du sud de la France. Ils ne viennent pas simplement s'installer, ils vont y vivre, ils vont fonder des foyers, etc. De quoi est constituée les communautés musulmanes de l'époque? Est-ce que c'était des négociants, des commerçants, des militaires, des traducteurs? Qu'est-ce que c'était? Alors on a des hommes d'armes, on a des hommes également de savoir, on a également des hommes d'avoir également. Vraiment, il y a de tout. L'idée, en fait, ce qu'il faut comprendre dans ces colonies, c'est qu'elles sont à chaque fois en lien avec le pouvoir musulman de Cordoue. Voilà. Donc elles sont quelque part des postes d'avant-garde qui permettent également de protéger l'Espagne andalouse. C'est leur tutelle, quoi. Et l'Andalousie de manière générale, parce qu'on peut ici associer dans les Andalousies le pouvoir musulman au Portugal actuel, en Sicile actuelle, une partie de l'Italie, mais aussi dans les Alpes, au niveau de la Suisse également actuelle. Donc ça fait beaucoup aussi de territoires à protéger et ça permet également, oui, bien évidemment, de protéger, puisque on a déjà du temps de Charlemagne une volonté de reconquérir une ville comme Saragosse, par exemple. Donc, le pouvoir musulman est aussi, c'est de bonne guerre. Quand Charlemagne, s'il y a la possibilité de reconquérir les villes du Nord, il le fait. Barcelone, il le fait.
Côté musulman, c'est la même chose. Si on peut avoir des postes d'avant-garde pour embêter l'ennemi et surtout protéger les arrières. Ouais. Voilà. Alors, dans une interview, tu rejoignais certains historiens qui disent, ils se prennent un petit peu la tête sur le poids de la bataille de Poitiers, le poids historique, je veux dire, alors qu'en fait, il y a une autre bataille qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus décisive, c'est celle de Toulouse. Celle de Toulouse, oui, exactement. Ouais. Celle de Toulouse, déjà, elle précède celle de Poitiers, déjà de 11 ans, 721, et c'est vraiment cette bataille donc, entre le pouvoir musulman de Narbonne, tout juste installé, et les forces des Aquitains emmenées par Eudes d'Aquitaine. Et cette bataille-là, elle arrête vraiment la poussée un peu irrésistible, en l'espace de... donc les musulmans traversent le détroit qui prendra le nom de Tariq ibn Ziyad, le détroit de Gibraltar, en 711. 10 ans après, il y a la bataille de Poitiers. Donc c'est-à-dire qu'il y a une avancée irrésistible et que c'est vraiment cette bataille-là qui s'arrête. Et au moment de la bataille de Poitiers, si on se place au nord avec les Francs sont occupés dans d'autres guerres. Donc il y avait entre guillemets un boulevard pour aller beaucoup plus haut et s'installer. Mais ce n'était pas forcément l'objectif des forces musulmanes, et en tout cas la bataille de Poitiers, elle arrête cela. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit, nous, sur le plan en tant que Français, par rapport à l'histoire de France? C'est que si les Aquitains avaient dominé les Francs, et qu'ils avaient donné le nom à la France, c'est-à-dire de la Gaule, on serait passé à l'Aquitanie, c'est-à-dire en tant qu'Aquitains, ils auraient donné le nom à la France. Aujourd'hui, dans nos livres d'histoire, on parlerait davantage de la bataille de Toulouse. Maintenant, on parle plus de la bataille de Poitiers, alors que c'est la bataille de Toulouse qui est plus importante, parce que l'histoire est toujours rédigée par les vainqueurs. C'est ça. Et en France, ce sont les Francs qui ont gagné, donc on va, du coup, d'une escarmouche, on va en faire une bataille décisive. Et alors, si on veut aller un petit peu plus loin, si tu me permets, cette bataille de Toulouse, elle a toujours été invoquée pour deux moments. À chaque fois que la Gaule ou la France était quelque part en conflit ou en guerre avec les musulmans, mais aussi quand elle était envahie par des puissances européennes. On en parle très peu, mais c'est intéressant de voir que pendant la guerre de 100 ans, au moment où on était en conflit avec les Anglais, on invoque la bataille de Poitiers. Au fin du 19e siècle, au moment où l'Alsace devient allemande et que la France perd la guerre contre la Prusse en 1870, on invoque quoi ? La bataille de Poitiers. Donc c'est intéressant de voir qu'à chaque fois que la France est en difficulté ou en guerre face à un ennemi, qu'il soit musulman ou européen, on invoque cette guerre pour remobiliser les Français à chasser l'ennemi extérieur. On est aux alentours de l'an 1095. À l'époque, il y a déjà instrumentalisation des musulmans, notamment pour lancer les croisades, avec l'appel d'Urbain II de Clermont. On est en 1095. Et déjà, comme je le disais, et à l'image de notre société actuelle, les musulmans et l'islam est instrumentalisé pour faire peur aux foules, pour les mobiliser également. Oui. Quand les musulmans arrivent sur le territoire français en 715, jusqu'à 1095, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne connaît pas l'islam en tant que religion, on ne sait pas trop ce que c'est. On sait simplement que voilà, c'est la religion des Sarrasins. Mais en tant que tel, l'islam, on ne connaît pas trop. Et les croisades, même, on ne connaît pas trop, mais plus on arrive vers l'an 1000, plus, selon l'eschatologie chrétienne, on considère que c'est bientôt la fin du monde, et que les musulmans, et les juifs d'ailleurs, sont les suppôts de Satan, de l'antéchrist. Donc on commence à noircir l'image du musulman, de l'islam, du prophète de l'islam. Et donc avec les croisades, ça va être beaucoup plus amplifié. Et donc, pendant de 1095 jusqu'à la fin du XIIIe siècle, on a 8 croisades. 8 croisades où, pour mobiliser 100 000 hommes, il faut discréditer l'islam. L'homme musulman, la femme musulmane, l'islam en tant que religion ou le prophète de l'islam. Et c'est là que vont se forger véritablement les préjugés islamophobes. L'homme musulman est forcément violent. Ça a 1000 ans. La femme musulmane est forcément soumise. Il faut la libérer, ça a 1000 ans. L'islam n'est pas une vraie religion, ou plutôt une idéologie de guerre, ça ne date pas d'hier, ça a 1000 ans. Que le prophète de l'islam ne soit pas véritablement un prophète, mais plutôt un chef de guerre, ça a 1000 ans. Donc tous ces préjugés islamophobes vont se forger au moment des croisades. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que
préjugés islamophobes d'un côté, mais de l'autre côté, ouverture sur le raffinement civilisationnel de l'islam, ouverture sur les sciences arabes, ouverture sur les philosophes musulmans, que ce soit Averroès, Avicenne. Au niveau des sciences, l'algèbre, qui est un nom qui rend hommage à un grand scientifique musulman. Et donc, il y a à la fois cette ambivalence, c'est-à-dire une répulsion, mais une attraction. Voilà. C'est ça qui est bizarre. Et on pourrait aller même un peu plus loin sur l'art également, l'art de vivre, la culture du raffinement. Je pense à Ziryab en Andalousie, qui va fonder le premier conservatoire de musique en Europe. Voilà, l'ordonnancement des plats, entrée, plat, dessert. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'appelait l'arbitre des élégances. Donc, revenir également à cette histoire-là, c'est revenir également à ce que le monde musulman, pendant cette période médiévale, représentait. Alors, il y a eu aussi la période d'alliance. Il y a eu des conflits, mais il y a eu aussi des périodes d'alliance, notamment avec l'alliance franco-turque. Franco-ottomane. Voilà, franco-ottomane à l'époque. En 1525, François Ier donc, fait alliance avec Soleiman le Magnifique pour se protéger des avancées espagnoles. Alors là, maintenant, on rentre dans une autre période, qui est la période moderne, Exactement. 1492 jusqu'à la Révolution française. La première partie, le centre de gravité, c'était vraiment l'Andalousie, la Méditerranée occidentale, l'élément arabo-berbère. Là, le centre de gravité se déplace avec, en l'espace de moins de 50 ans, la chute de Constantinople, ou en tout cas la prise de Constantinople par les Turcs ottomans en 1453 par Mehmed II, et la chute, quelques décennies plus tard, la chute de l'émirat de Grenade. Et donc là, on a un basculement plutôt dans la Méditerranée orientale. Et donc là, c'est l'élément turc, l'Empire ottoman qui est en pleine ascension et qui, avant même de conquérir, et ça on l'oubliait un petit peu, mais avant de conquérir Constantinople, est déjà un empire européen. Partage déjà, il y a déjà une deuxième frontière islamo-chrétienne, en plus de celle de l'Espagne et du Portugal. On a déjà aussi, dès le XIVe siècle, une frontière islamo-chrétienne dans l'Europe de l'Est. Et là, ça va changer véritablement du tout au tout, puisque quand cet empire ottoman va émerger et quand il prend Constantinople, il s'impose et il assume également l'héritage romain byzantin. Et quand on prend cette ville-là, on sait très bien que les empires, c'est d'abord des grandes villes. Quand on prend, il y a Rome, mais dans l'Occident, il y a également Constantinople. Et cette prise de Constantinople, elle va ébranler la confiance. Ça a été un séisme. Ça a été un séisme dans toutes les capitales européennes, mais il se passe que on a en Europe deux grands souverains, François Ier et Charles Quint, qui sont en rivalité pour dominer ce monde européen, en conflit avec l'Empire ottoman. Et Charles Quint va gagner la bataille. Il va même emprisonner François Ier. Et François Ier décide, contre toute attente, contre tous les usages de cette époque-là, d'écrire avec sa mère un courrier, une demande d'alliance à Soleiman le Magnifique au moment où il est emprisonné. Et on voit que François Ier et Soleiman le Magnifique partagent le même ennemi qu'est Charles Quint. Et donc Soleiman le Magnifique, de manière pragmatique, au nom de la raison d'État, répond favorablement à cette demande d'alliance, et donc on va avoir cette alliance franco-ottomane. Et donc là, on voit que l'élément religieux est encore davantage rétrogradé, et que là, on est vraiment dans la réelle politique, les intérêts de l'État. Et donc, la France, elle est menacée d'être sous domination de Charles Quint. Et donc, cette alliance-là va sauver l'intégrité territoriale de la France. Et donc, lui permettre de continuer à subsister, d'exister dans cet empire de Charles Quint, où, dit-on à cette époque-là, le soleil ne se couche jamais. Parce que l'Espagne est un empire colonial et présent dans plusieurs continents.
Alors, j'aimerais aborder un petit peu l'aspect de ton travail. Comment est-ce que tu as travaillé pour compiler ces éléments qui figurent dans ton ouvrage? Alors, j'imagine qu'il y a plein d'événements que tu n'as pas pu évoquer parce que ben, c'est trop long, ça serait trop long. Comment est-ce que toi, tu as travaillé à la construction? Alors, moi, ce que j'ai pu voir également, c'est que les ouvrages volumineux de nos chers universitaires ne sont pas lus par le grand public. L'ouvrage, j'en parlais en introduction de Mohamed Harkoun, ça fait 1200 pages. Ces 1200 pages, ce savoir-là, cette somme de savoir n'a pas été ruisselée, il n'y a pas eu de ruissellement du savoir dans les programmes de l'éducation nationale. On n'a pas fait de tout ce savoir-là des films, on n'en a pas fait des livres, on n'en a pas fait des BD, on n'en a pas fait de l'opéra. C'est resté comme cela. Et donc, à un moment donné, il faut faire connaître cette histoire-là. Et on est dans une époque, les réseaux sociaux sont là, le degré de concentration a tendance à diminuer d'année en année, et qu'aujourd'hui, en fait, les gens partent plutôt d'une émotion par rapport au savoir pour creuser. Et donc l'idée, et c'est aussi mon ressenti de l'époque, c'est que le gros travail, l'excellent travail fait par mes collègues universitaires, aujourd'hui nous sommes dans une période où il faut démocratiser le savoir. Il faut être capable de le synthétiser et de donner l'envie à cette nouvelle génération, où je reprendrai les propos d'Edgar Morin. Les idées et la pensée sont fragmentées, atomisées. Repartir d'une émotion pour redonner envie, notamment à notre jeunesse, d'aller et de creuser un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, il faut, si vous voulez, il y a un mouvement descendant, c'est-à-dire du savoir universitaire, et d'être capable de sélectionner et de synthétiser en fait ce travail-là pour le rendre le plus accessible au grand public, et de ce travail-là, permettre à des gens, pour celles et ceux qui veulent faire de la recherche, de faire de la recherche. Mais moi, ce livre-là, c'est aussi une exposition. Elle circule en France. Je vois qu'il y a des jeunes qui viennent et qui me font des dessins. Je vois qu'il y a des jeunes qui me proposent, à partir de ce travail-là, des chansons. Il y a des gens qui me proposent également des poèmes. Donc je vois que ça inspire la jeunesse et que demain, ce travail-là permet peut-être un nouveau mouvement culturel, mais pour la société française de manière générale, quelle que soit d'ailleurs la religion des uns et des autres qui prendront en compte cette partie de l'histoire. Mais voilà, l'idée c'est de partir de ce savoir universitaire, le rendre le plus accessible au grand public aujourd'hui, et qu'à partir de cette réappropriation du public aujourd'hui, que ça puisse donner d'autres fruits que je ne pourrais même pas imaginer à l'heure où je vous parle. Alors, je vais survoler les chapitres que tu abordes également dans cet ouvrage. C'est la guerre de Crimée, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a également aussi l'implication de la France en Égypte pour faire barrage à l'Angleterre. Donc là, on va laisser le soin aux auditeurs et aux lecteurs de découvrir tout ça dans ton ouvrage. Et on va passer plutôt à ce qui s'est passé après la publication de ton ouvrage. Il y a eu beaucoup de conférences et de rencontres. Oui, très enrichissant, parce que comme cette exposition, alors ce livre a donné également lieu à une exposition qui porte le même nom, Les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière. Et c'est une exposition itinérante qui tourne depuis plusieurs années dans toute la France. D'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent, s'ils veulent la recevoir dans leur ville, ils peuvent également l'organiser. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'exposition, elle retrace ces 13 siècles d'histoire, et généralement, on organise un cycle de conférences. Donc, les gens sont très heureux, finalement, de pouvoir à la fois avoir du contenu scientifique et académique de qualité, sourcé, vérifiable, que cette exposition, en tant qu'événement culturel, soit présentée de manière esthétique. L'exposition est belle et on a des excellents retours. Et en même temps, voilà, ils sentent également dans le travail qui est le mien, cette perspective également de vivre ensemble, de faire discuter les Français dans leur diversité sur ce sujet-là. On peut être capable d'avoir un débat citoyen de qualité, respectueux, et que les peurs, s'il y en a, qu'elles puissent s'exprimer, et qu'on soit également capable, dans cette exposition, dans les conférences, de déconstruire les idées reçues, à la fois sur l'islam et les musulmans, mais aussi, j'insiste bien, sur l'histoire de France.
Donc voilà, tous ces éléments font que, et le retour du terrain me donne en fait envie de continuer ce travail-là. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, le livre n'est pas sorti aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il n'y a ni date de sortie, ni date de péremption. J'ai l'impression qu'à chaque fois quand je rencontre un public, que c'était le livre qu'il fallait quand les gens le découvrent. Et en tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que c'est le livre, et je l'ai écrit de cette manière-là, c'est le livre que j'ai écrit. En tout cas, ce livre que j'ai écrit, c'est le livre que j'aurais aimé lire quand j'étais jeune. Et que quand je vois tous ces jeunes se dire, bah voilà, d'un côté être fier, être digne, et d'avoir des arguments pour dépasser toutes les idéologies qui voudraient les stigmatiser, les mettre dans un coin, ou leur dire que vous êtes des Français de seconde zone, vous n'êtes pas assez Français. Là, on a quand même des éléments qui permettent également de dissocier l'islam de la question de l'immigration, de dissocier l'islam de la question de la colonisation pour réinvestir le temps long et de se dire que finalement l'islam et les musulmans sont l'autre qui a permis à la France et à l'Europe de se trouver en termes d'identité. Finalement, l'identité européenne avait besoin d'une altérité et l'islam et les musulmans ont été celle-ci. Maintenant, aujourd'hui, et ça va être le défi dans les prochaines années, c'est comment nous sommes capables, à travers cette longue histoire, de redonner de l'histoire à des préjugés à l'endroit de l'islam, des musulmans, et d'être capable de les déconstruire, et d'être capable finalement, pour la société française, mais aussi pour la composante musulmane de la société française, de se dire, voilà, quelle société française nous voulons demain, mais aussi quelles sociétés européennes nous voulons demain. Ce livre revient également aussi sur la période coloniale, parce que nos parents, nos grands-parents ont fait partie de cette histoire-là, et finalement ont été des citoyens d'empire également. Et donc cette citoyenneté d'empire, il faut être capable également de réinvestir cette histoire coloniale sans faire du déni, sans être non plus en cherchant des coupables, mais en tant que génération actuelle de 2025, avec un regard de gens, de citoyens de l'année 2025 en France qui essayent de revenir sur le passé pour créer les conditions d'un meilleur vivre ensemble. En tout cas, ce livre-là, je pense, contribue, en tout cas apporte sa contribution, sa pierre à l'édifice. Très bien, merci beaucoup Jamal Hamri d'être passé pour nous parler de ce livre, encore une fois, Les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière. Alors, la dernière question, est-ce que tu aimes lire? Évidemment, je pense que c'est oui. Ah oui, ah oui. Ça tombe bien, j'ai un petit cadeau pour toi, il se trouve sur la table, tu peux le prendre, voilà. Merci beaucoup. C'est Les Aventures de Saladin. Saladin, voilà. De Liège Chacal, un grand frère que j'aime beaucoup, en plus, j'aime beaucoup son travail, c'est un conférencier vraiment de qualité, un spécialiste d'Al-Razali, et quelqu'un qui s'est lancé dans l'aventure de Saladin, et je pense que ça rejoint la démarche qui est la mienne, c'est-à-dire comment nous sommes capables également à partir de nos formations respectives, autour de la civilisation musulmane, comment on est capable également d'apporter aussi du contenu culturel, livres, expositions, romans, auprès de la jeunesse, notamment cette jeunesse de France, et comment aussi on peut, à travers l'imagination, à travers le beau, à travers la culture, comment on peut aussi réenchanter un peu notre société, réinspirer également notre société et l'ensemble des individus qui composent notre société. Pour avoir discuté avec l'IS, nous sommes sur cette même longueur d'onde et je suis très heureux du coup d'avoir ce cadeau-là. Et nous remercions Elias Chacal justement des éditions Orims qui nous offrent généreusement ces cadeaux à chaque fin d'émission. Merci à toi Jamal. Merci à toi Fawzi et longue vie à cette émission et à tout le travail que tu fais d'ailleurs depuis de longues années. J'en suis un témoin privilégié. Merci à toi Jamal. Salut. Merci. Ciao.